Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Le torchon continue de brûler entre le Mali et ses voisins ouest-africains. Dernière en date, la passe d'armes. Ce week-end, à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 77e Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, n'a pas été tendre avec certains pays membres de la CEDEAO, sans oublier la France. Avec notre invité, nous revenons sur cette surenchère verbale. Notre invité, c'est Michel Luntumbwe. Il est analyste politique et coordinateur de recherche au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Il est en direct avec nous depuis Bruxelles. Bienvenue à vous, Michel Luntumbwe. Merci de m'inviter. Alors, comme je le disais à l'instant, ce week-end, on a assisté quand même à un discours assez virulent ou très virulent même du Premier ministre par intérim du Mali. Alors, que vous inspire ce discours qui est largement commenté et qui a suscité des réactions dans certains pays membres de la CEDEAO, notamment au Niger? Oui, ce discours, évidemment, dénote par sa tonalité peu diplomatique, qui est à replacer dans le contexte des tensions entre le Mali et certains de ses partenaires régionaux, aussi internationaux. Il y a, avec la Côte d'Ivoire, le contentieux sur les soldats retenus et accusés donc d'espionnage ou de déstabilisation. Il y a la relation de crise larvée, une crise diplomatique prolongée avec la France. Et puis, il y a une tiédeur vis-à-vis de la CEDEAO que le Mali perçoit comme en rupture de la position d'équidistance et d'arbitrage qu'elle devrait avoir par exemple, dans le contentieux qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Mali, que le Mali considère comme une affaire à traiter en bilatéral et dans laquelle elle estime que la CEDEAO prend position et n'est plus dans une posture d'équidistance qui permettrait d'arbitrer. Voilà. Ce discours peut aussi être considéré, d'un autre point de vue, comme un discours à usage interne pour remobiliser la cohésion nationale dans un contexte particulièrement difficile, celui de la restauration de la sécurité sur le terrain de la sécurité la crise sécuritaire que le Mali connaît, et aussi au niveau du dialogue très tendu avec la CEDEAO qui revient pour considérer la durée de la transition. Donc, c'est un discours de réaction sous contexte de tension avec les voisins directs et puis. Alors, donc, selon vous, c'est un discours donc réaction. Je rappelle que à ce propos, la CEDEAO continue toujours d'essayer de trouver des solutions avec le Mali. D'ailleurs, le cas du Mali a été évoqué en marge de cette 77e Assemblée générale lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Justement, quand on parle de la CEDEAO, avec en tout cas cette situation qui semble se compliquer davantage, le Mali a déjà connu des sanctions de la CEDEAO, sanctions qui ont été récemment levées. Alors, au finish, qu'est-ce que la CEDEAO peut encore faire avec le Mali? Eh bien, il n'y a pas d'autre voie que la voie du dialogue et de la conciliation. Il y a le Togo qui s'est offert comme médiateur, accepté aussi bien par le Mali que par la Côte d'Ivoire sur la question spécifique des soldats maliens, des soldats ivoiriens retenus au Mali. Et en ce qui concerne la question des sanctions, on a bien vu que les sanctions avaient une portée particulièrement désastreuse pour ces pays d'un côté et le Mali, qui sont des pays enclavés, et que les sanctions avaient un impact particulièrement négatif sur les populations. Il faut sans doute revenir vers plutôt le dialogue et la conciliation. Et le Mali se montre ouvert sur la question du dialogue, pour autant que ces préoccupations sécuritaires soient prises en compte.
il y a la question du respect de sa souveraineté, la question de l'utilisation de certains pays voisins, c'est la perception qu'il y a à Bamako, comme point de départ de la déstabilisation du Mali par des pays tiers. Le Mali semble évidemment croire et se réinscrire dans une approche de sécurité collective, mais à condition aussi que ses préoccupations sécuritaires soient prises en compte et aussi sa souveraineté, en ce qui concerne ses choix stratégiques ou ses choix de partenariat à l'échelle internationale. Alors, lors de ce discours, il a été, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas le Niger, au Niger, ça a fait beaucoup de réactions au niveau notamment du ministère des Affaires étrangères, où l'on condamne la tonalité, en tout cas selon le Niger, peu diplomatique ou pas du tout diplomatique de ce discours. Alors, finalement, s'il y a des solutions qui peuvent s'imposer au-delà de l'aspect sanction, au-delà du bras de fer, s'il y a des solutions qui peuvent conduire aujourd'hui à des règlements de ce bras de fer, ou en tout cas de cette guerre des échos, de ce choc des égos entre Maliens et autres voisins de la CEDEAO, quelles devraient être ces solutions selon vous? Mais comme je disais déjà, le Mali souscrit, la position malienne souscrit à l'idée d'une sécurité collective. Mais on sent en filigrane en fait le contentieux avec la France, puisque le ministre des Affaires étrangères, dans un entretien récent, n'arrêtait pas d'insister sur le fait que donc la souveraineté du Mali doit être respectée, que le Mali reviendrait dans un cadre de sécurité collective qui semble au pays entièrement approprié par les Africains, sans interférence d'acteurs tiers. Que ce soit pour revenir par exemple dans le G5 Sahel, il faudrait que le leadership de G5 Sahel soit pleinement assuré par les Africains et pas influencé par des acteurs tiers. Vous vous souvenez que le Mali avait été écarté de la présidence tournante du G5 Sahel, et cet incident a été un des éléments déclencheurs en fait du retrait du Mali de la dynamique du G5 Sahel. Alors, s'agissant du cas de la France, alors aujourd'hui, quel type de relations sont possibles entre Paris et Bamako? Bon, Bamako semble considérer la France aujourd'hui comme un partenaire comme d'autres, sans un statut privilégié, et recuse ou rejette tout type de rapport qui serait de rapport d'injonction ou en tout cas d'influence. Ils aimeraient être traités d'égal à égal et avoir cette souveraineté de décider en fait des autres partenaires stratégiques sans qu'on impose des vues à Bamako, sans qu'un État tiers ait à se prononcer sur la légitimité de Bamako de choisir d'autres partenaires pour résoudre ces questions sécuritaires. Alors l'année dernière, le Premier ministre malien à l'époque, Chogola Maïga, parlait d'abandon en plein vol. Cette phrase a non seulement été reprise cette année, mais on parle d'un coup de poignard. Alors, finalement, aujourd'hui, sur la base de tout ceci, est-ce que peut-être la France n'est pas appelée à revoir peut-être ses modes d'intervention au Mali ou peut-être ailleurs même dans la région, parce qu'on sent que ce discours a eu un écho quand même à travers le continent, entre ceux qui appuient et ceux qui sont contre, mais en tout cas l'effet est là et beaucoup semblent s'y reconnaître. Oui, il y a en effet sur l'ensemble du continent une montée de nouvelles générations qui sont sensibles à la question de la souveraineté des États, l'autonomie du continent sur le plan international, et qui sont... ces générations sont réceptives à ce genre de discours où il est question de reconnaître le droit de l'Afrique à des relations de coopération
sans interférence dans les affaires politiques, hein, surtout avec la montée des pays émergents, hein, qui investissent aussi sur le continent. Donc, les jeunes générations et la classe politique, l'élite politique en général, est ouverte à ce genre de relations où les Africains peuvent pouvoir défendre leurs intérêts sans avoir à se faire imposer des lignes de conduite par des acteurs extérieurs. Oui, il y a cet état des opinions et de sensibilité qui s'alignent en fait sur l'orientation de ce discours. Si ce n'est la tonalité la véhémence et la tonalité qui peuvent être appelées à quelques réserves. Alors, mais le fond, la question de la souveraineté, la possibilité pour les Africains d'orienter leur destin en étant dans une relation d'égal à égal, c'est le message de fond qu'on entend. Un message de fond qui consiste donc à s'orienter vers une relation d'égal à égal. Alors, l'ONU a appelé à la libération des 46 soldats restants ivoiriens qui sont encore détenus au Mali. On a vu qu'aussi le Mali n'est pas tendre avec l'ONU. Finalement, c'est comme si l'ensemble de la communauté internationale concernée par ce dossier malien fait aujourd'hui face à la junte au pouvoir au Mali. Dans ce cadre, comment Bamako peut se retrouver avec des partenaires ou s'en sortir? Quelle conduite adopter dans ce sens? À nouveau, sur le cas particulier de la question des soldats détenus, donc Lomé a offert sa médiation qui a été acceptée par les deux pays. C'est sans doute au niveau de ce dialogue bilatéral qu'il y a à attendre des avancées. Et les Maliens voudraient des garanties de la part de la Côte d'Ivoire qu'elle ne servirait pas de base de départ pour la déstabilisation. Et derrière cette idée-là, cette question-là de la déstabilisation, Bamako voit en fait la présence des anciennes élites politiques exilées à Abidjan et qui continuent à mener en fait un travail d'opposition politique en fait. Ça c'est l'autre dimension en fait contentieux, c'est la présence d'anciens personnels politiques de l'époque de Bakar Keïta, exilés à Abidjan et qui sont la principale opposition à Bamako. Alors, cela dit, si aujourd'hui la situation semble sécuritaire, en tout cas selon Bamako, les choses se maîtrisent, s'améliorent petit peu à peu en ce qui concerne la lutte contre ces groupes terroristes donc, qui sont au Mali, mais les autres flancs aujourd'hui sont plutôt, peuvent être poreux vis-à-vis, si on voit la situation conflictuelle désormais qui s'installe sur le plan diplomatique et politique. Dans ce cadre, est-ce que la lutte globale contre ces groupes armés dans le Sahel ne risque pas d'être condamnée? La menace, elle est transnationale, elle est régionale et appelle une réponse sous-régionale. Je crois que dans tout l'ensemble des capitales, il y a la conscience que la sécurité ne pourra être assurée que de manière collective. Il n'y a aucun pays aujourd'hui face au type de menace asymétrique transnationale. Il n'y a aucun pays isolément qui ait les moyens ou les capacités en fait de faire face. Donc c'est nécessairement dans le cadre de la CEDEAO et sans doute avec un G5 Sahel revisité et actualisé, qui aura une réponse qui permette d'impacter réellement cette menace-là et l'empêcher de descendre davantage vers les pays du Golfe de Guinée. Dans ce cadre, on sait que le G5 Sahel, en tout cas, semble condamné, mais peut-on aujourd'hui relancer une autre structure qui exclurait un des États membres? Mais le Mali est preneur en fait pour un dialogue, pour réintégrer le G5 Sahel, moyennant les considérations, la prise en considération en fait de ses préoccupations sécuritaires et du respect de sa souveraineté. Le fait d'avoir été écarté de la
présidence tournante a été vécue comme une atteinte à sa souveraineté et un traitement discriminatoire. Donc, si ces prévenances-là sont rencontrées, que les pays se sentent tous traités sur un pied d'égalité et que la structure est appropriée par les acteurs régionaux, comme le dit le Bamako, sans doute qu'il y a la possibilité effectivement d'aller de l'avant. Il y a au mois de mai, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait aussi évoqué la possibilité à terme d'un remplacement, par exemple, de la MINUSMA par une force régionale qui aurait un mandat plus robuste qu'un simple mandat de maintien de la paix. Donc, ce sont des perspectives qu'on peut imaginer en fait à moyen terme. Alors, Michel Loum Toundoué, vous êtes un expert des questions sécuritaires. Comment voyez-vous globalement la lutte contre l'ensemble de ces menaces sécuritaires dans le bassin sahélo-sahélien aujourd'hui? Il y a des résultats qui sont enregistrés au niveau de la force conjointe, en tout cas de lutte, par exemple, contre Boko Haram, dans la coalition ad hoc constituée par le Nigeria, le Bénin, le Niger et le Tchad. Il y a des retombées très concrètes avec un confinement, enfin un recul quand même de la menace de Boko Haram qui semble contenue. Et grâce à cette coordination, ce partage de renseignements et ces opérations sur la trajectoire de la menace de Boko Haram. Donc ce modèle de force conjointe régionale où il y a un partage, où il y a une mutualisation des moyens et partage de renseignements semble être une des réponses d'avenir, mais à côté évidemment aussi de réformes institutionnelles et de redéploiement d'un tissu d'activité économique qui intègre les acteurs, les jeunes acteurs qui sont rentrés dans les groupes djihadistes, groupes armés, par absence de perspective. Donc la réponse ne sera pas exclusivement sur le terrain militaire, mais aussi sur le plan des réformes et du redéploiement d'une dynamique économique intégratrice. Merci à vous, Michel Loum Toundoué. Je rappelle que vous êtes analyste politique et coordinateur de recherche au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Vous nous parliez depuis donc la capitale belge et de l'Union européenne, Bruxelles. Bonne journée à vous, Michel Loum Toundoué. Merci, bonne journée. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.